Les feuilles de travaux dirigées se situent à la fin de votre polycope, qui est disponible sur Moodle. Certains exercices, comme l'exercice 1, par exemple, ici, serviront d'illustration à l'intérieur du cours, et vous aurez d'autres exercices, comme mettons l'exercice 2, en bas d'écran, que vous traiterez par vous-même chez vous pendant le cours. Je vous donnerai tous les outils, toutes les indications nécessaires. Voilà, donc ce premier exercice, il va nous servir justement à recenser tout le vocabulaire nécessaire en statistique. Alors, quelle est la situation étudiée? On fait des prélèvements d'eau dans une rivière et on mesure les valeurs numériques que vous voyez là, c'est des mesures pour la concentration d'un certain polluant. Donc il y a 10 mesures qui ont été effectuées et là-dessus, eh bien, on va réviser ou apprendre les définitions de toutes les notions énumérées dans l'énoncé. Voilà, donc ça c'est le manuscrit de cours, lui aussi disponible sur Moodle, hein, donc je vous les mets suffisamment à l'avance pour que vous ayez pu les travailler avant la séance du lundi, hein. Donc vous savez déjà le lundi en arrivant quels sont les passages qui posent problème et ceux qui passent tout seuls, hein. Voilà, donc la statistique, c'est l'étude d'un caractère sur une population. Donc dans l'exemple du premier exercice, la population, c'est tous les prélèvements possibles et imaginables qu'on aurait pu faire dans cette rivière, hein, pas seulement les 10 prélèvements qui sont cités dans l'énoncé, hein. Donc vous pouvez imaginer des prélèvements à différentes saisons. La composition de l'eau n'est pas la même au printemps, en automne, selon qu'il y a eu des crues, des inondations. Puis on pourrait aussi imaginer tous les prélèvements possibles à différents endroits le long de la rivière. Évidemment que près de la source et près de l'embouchure, c'est pas la même chose. Voilà, donc ça représente des millions de prélèvements possibles et vous n'avez de renseignements concrets numériques que pour 10 d'entre eux. Il n'y a que 10 mesures qui ont été données dans l'énoncé. Alors en statistique, on parle toujours d'individus, hein, c'est-à-dire les éléments de la population. Donc ici, un individu, c'est un prélèvement d'eau dans la rivière. Le caractère étudié, la concentration en polluants. Alors les caractères, on les note toujours avec des grandes lettres majuscules, souvent à la fin de l'alphabet. Et puis, il faut tout de suite imaginer l'ensemble de toutes les valeurs possibles, hein. Il n'y a pas que les valeurs numériques que vous avez vues dans l'énoncé d'exercice. A priori, une concentration en polluants, ça pourrait être n'importe quelle valeur positive. Donc l'ensemble de toutes les valeurs possibles, on va prendre l'intervalle de 0 à plus l'infini, tous les réels de 0 à plus l'infini. Alors, comme valeur numérique concrète, on s'est pour cela réduit un petit échantillon de taille 10. Donc l'effectif, la taille de l'échantillon, on la note n. Donc dans notre cas, n est égal à 10, mais bien sûr, on va donner les formules de cours dans le cadre général avec un n quelconque, hein. Donc un échantillon, c'est juste quelques individus prélevés dans la population. Voilà. Donc sur ces individus, on a fait des mesures. Voilà, donc on obtient des valeurs pour le caractère X, on appelle ça des valeurs observées, des valeurs expérimentales, et on les note X indice 1, X indice 2, on les numérote, hein, etc., X indice 3 jusqu'à X indice 10. Donc là, je les ai recopiées telles qu'elles apparaissent dans l'énoncé. Et vous voyez la différence de notation, hein. Une lettre majuscule, ça sert à désigner un caractère, c'est-à-dire une fonction qui pourrait prendre diverses valeurs, une infinité de valeurs possibles, et quand on utilise la lettre minuscule, c'est pour représenter juste une valeur particulière, une valeur que vous avez mesurée au cours d'une expérience. Donc bien faire attention à ces différences de calligraphie. Chaque fois que vous voyez une lettre minuscule, c'est juste un nombre particulier. Alors première notion, demandé en exercice, calculer la médiane de l'échantillon. Alors la médiane, attention, ne confondez pas avec la moyenne, c'est tout à fait différent. La médiane, c'est un nombre qui partage votre échantillon en deux, c'est-à-dire vous avez la moitié de l'échantillon, 50%, qui a une valeur inférieure à la médiane, et l'autre moitié de l'échantillon avec une valeur supérieure à la médiane. Alors sur un échantillon de petite taille, il faut être en mesure de savoir déterminer la médiane à la main, entraînez-vous. Alors la bonne recette, c'est de classer vos valeurs numériques par ordre croissant. Voilà, donc là je les ai réordonnées, hein, de façon à démarrer par le minimum, 125,4, après vous avez 125,7, etc. C'est les mêmes valeurs que dans l'énoncé, sauf que dans l'exercice, elles étaient en vrac. Et là, on les a reclassées par ordre croissant ici, le maximum 129,6. Voilà, et puis on les renumérote
toujours les lettres minuscules hein, pour signifier qu'on représente des nombres particuliers, des nombres récoltés lors d'une expérience. Mais regardez au niveau des indices, cette fois-ci vous avez des indices entre parenthèses, hein, c'est-à-dire que le x avec l'indice 1 entre parenthèses, c'est pas la même chose que le x indice 1 sans parenthèse qu'on avait précédemment, hein. Donc chaque fois en statistique que vous avez des numérotations de ce style, les indices avec des parenthèses, ça signifie qu'il y a eu un reclassement par ordre croissant et qu'on a renuméroté. Voilà, donc une fois que vos observations sont classées par ordre croissant, c'est facile de voir où se situe le milieu. Par exemple, si on avait eu un échantillon de taille impaire, mettons de taille 11, alors là, ça aurait été très facile de trouver la médiane, hein. Le milieu, il se serait situé au niveau de 6, hein. On aurait eu 5 individus plus petits, 5 individus voilà, avec une valeur inférieure à la valeur sur la ligne 6, et puis on aurait eu donc un individu de plus, c'est-à-dire 5 individus avec une valeur supérieure à la ligne 6, hein. Donc si on avait eu un échantillon de taille 11, rajouter éventuellement une ligne, là c'est très facile de voir où se situe le milieu, ça se situerait au niveau de la ligne 6 et alors il suffirait de lire la valeur qui apparaît sur la ligne 6. Voilà, donc pour un échantillon de taille impaire, entraînez-vous, obtenir la médiane, c'est assez facile une fois qu'on a fait le classement par ordre croissant. Par contre, beaucoup plus délicat, ici un échantillon de taille paire. Voilà, donc si on se place au niveau de la ligne 6, on n'est pas totalement satisfait. Il y a 5 individus avec une valeur plus petite et 5 individus, et pardon, 4 individus justement, c'est ça le problème. 4 individus avec une valeur plus grande, donc c'est pas tout à fait équilibré. Si on se place sur la ligne 5, ben c'est pas tellement satisfaisant non plus. On a 4 individus avec une une valeur plus petite et puis 5 avec une valeur plus grande. Bon, donc on hésite entre la ligne 5 et 6. Voilà, donc ce que vous faites, vous prenez les valeurs apparaissant sur la ligne 5 et sur la ligne 6 et vous faites leur moyenne. Voilà, donc entraînez-vous maintenant sur des échantillons de petite taille à déterminer des médianes et je vous montrerai tout à l'heure une manip Minitab qui vous permettra de vous corriger, donc vous aurez de quoi, vous aurez des outils pour vous entraîner. Voilà pour la médiane. Alors le mode, c'est la valeur la plus fréquente. Voilà, ici, vous avez une valeur qui est répétée 2 fois, et puis l'étendue, ben, comme son nom l'indique, c'est la différence entre le maximum et le minimum, hein. Je vous ai fourni un lien où on vous explique comment vous connecter au serveur Applis Unistra. Une fois que vous arrivez sur le serveur Applis Unistra, vous avez quelque part un dossier qui s'appelle applications publiques et c'est là-dedans que vous allez trouver Minitab. Donc je vous montre comment procéder la première fois. Donc vous allez dans applications publiques. Les différentes applications sont classées par ordre croissant. Donc vous descendez dans la liste, c'est par ordre alphabétique, Microsoft et hop, là vous avez Minitab. Donc vous cliquez là-dessus et vous accédez à euh, un fichier Minitab qui se présente de cette façon. Donc pour gagner du temps, j'avais préparé à l'avance l'enregistrement de notre échantillon, hein. Donc je vous laisse procéder à cette étape par vous-même, hein. Toujours bien garder en tête que Minitab, il sait travailler uniquement sur des colonnes. Donc notre échantillon, on doit le mettre dans une colonne et pas sur une ligne comme c'était présenté sur la fiche de TD. Sur la fiche de TD, je voulais juste gagner de la place, mais Minitab, il sait travailler exclusivement sur les colonnes. Voilà donc notre échantillon et je voulais vous montrer une manip graphique, hein, pour représenter la boîte à moustaches associée à cet échantillon. C'est un graphique qui permet de visualiser la répartition des valeurs à l'intérieur de l'échantillon. Donc vous allez là-haut dans le chapitre graphique et la boîte à moustaches, c'est au début de la 3e rubrique ici. Bon, le cheminement Minitab avec les différentes étapes, hein, j'ai écrit ça en détail dans votre manuscrit sur Moodle. Donc les recettes Minitab, hein, vous les voyez dans ces manuscrits. En général, je les écris avec un feutre bleu. Donc chaque Minitab est absolument détaillée pour que vous puissiez la faire par vous-même si une fois il y en a l'une ou l'autre qu'on n'a pas le temps de faire en cours. Voilà, donc vous gardez cette icône ici en haut à gauche. Vous allez dans OK. Là ici dans la fenêtre variable, vous cliquez pour insérer votre échantillon. Donc vous pourrez très bien mettre plusieurs échantillons juxtaposés. Vous allez dans dans visualisation des données, rajouter peut-être le symbole de moyenne.
On va aussi visualiser la moyenne sur le dessin. OK, OK. Voilà, donc votre espace de travail Minitab, il est séparé en 2 plages. Donc en bas, la plage, tableau quadrillé et puis en haut, une plage blanche où, apparaissent des dessins ou des affichages. Donc ici, pour revoir entièrement la plage supérieure, on va cliquer, vous voyez les petites icônes là en bas de l'écran, donc il y a une icône quadrillée si on veut uniquement la page avec le tableau quadrillé pour les calculs, et si on veut uniquement la plage blanche, il suffit de cliquer ici, voilà. Donc là vous avez votre boîte à moustaches, hein. Donc le symbole de moyenne que j'ai rajouté ici, c'est la petite croix, voilà, et puis donc ça, pour la valeur numérique, vous regardez sur l'axe des ordonnées. Alors là, à l'intérieur de la boîte, là, vous avez une ligne horizontale, et ben celle-là, elle symbolise la médiane. Hein, donc vous voyez bien sur le dessin, médiane, moyenne, c'est pas la même chose. Bon, pour récapituler tout ce que vous pouvez lire sur ce schéma, j'ai fait dans le cours un petit dessin récapitulatif. Alors, une boîte à moustaches, donc vous avez la boîte, c'est le rectangle, et les moustaches, c'est les deux petits segments là qui dépassent aux extrémités, avec le minimum tout en bas et le maximum tout en haut. À l'intérieur de la boîte, cette ligne horizontale symbolise la médiane, c'est-à-dire un nombre qui partage votre échantillon en deux, 50% de l'échantillon avec une valeur supérieure et 50% de l'échantillon avec une valeur inférieure. Le bord inférieur de la boîte, cette ligne horizontale symbolise le premier quartile. Alors c'est un nombre qui fonctionne un peu comme la médiane, il partage l'échantillon en deux. Simplement, c'est pas avec les mêmes proportions. Là, vous avez 25% de l'échantillon avec une valeur inférieure et 75% de l'échantillon avec une valeur supérieure. Le troisième quartile, le bord supérieur de la boîte, cette ligne horizontale, eh bien, c'est le même principe. Il partage l'échantillon en deux, cette fois-ci avec les pourcentages 75% de l'échantillon avec une valeur inférieure à ce nombre troisième quartile et 25% de l'échantillon avec une valeur supérieure au troisième quartile. Donc, si vous voulez, la médiane, c'est le deuxième quartile. C'est la formule de moyenne. Donc là, dans notre premier exercice, comme on a un échantillon de 10 valeurs, on fait la somme des 10 nombres et on divise par le nombre de termes. Voilà, divisé par 10. Et puis à partir de là, on arrive facilement à en déduire la formule générale dans le cas d'un échantillon de taille n quelconque. Donc vous additionnez vos valeurs expérimentales, mesurées, les petits x indices i, pour tous les indices i, 1, 2, 3 jusqu'à n, et vous divisez par le nombre de termes n, pas de problème. Alors on a en parallèle la notion de variance. Il faut bien comprendre l'idée de variance pour arriver à reconstruire les formules. Alors sur ces deux schémas, vous voyez en rouge des valeurs expérimentales mesurées sur deux échantillons différents. Ces deux échantillons ont la même moyenne, le nombre symbolisé par un trait en vert. Donc si on voulait résumer l'information des deux échantillons par leur moyenne, on ne verrait pas de différence entre les deux échantillons puisqu'ils ont la même moyenne. Donc là, on est conscient que la moyenne, ça ne suffit pas à bien résumer l'information contenue dans un échantillon. Vous voyez que le deuxième échantillon, les valeurs constituant cet échantillon sont très regroupées autour de la moyenne, très concentrées, tandis que dans le premier échantillon, les valeurs sont très dispersées. Donc si on veut retraduire cette notion de dispersion, c'est la variance qui va nous permettre de le faire. Le premier échantillon, il aura une grande variance, tandis que le deuxième échantillon, il aura une petite variance. Donc la variance, elle va mesurer à l'intérieur de votre échantillon la dispersion des différents individus de l'échantillon, leur dispersion autour de la moyenne x bar. Alors cette dispersion, on la mesure comment? Mettons pour l'individu numéro i ici, sa valeur du caractère, le nombre xi, on va mesurer la distance par rapport à la distance par rapport à x bar, hein, donc la distance entre ces deux nombres, bah, ça va être la différence. Et puis pour que ça se passe mieux, en fait, on a intérêt à travailler avec les distances au carré. Hein, donc pour chaque terme, on aura un nombre xi moins x bar au carré qui va mesurer la distance, la dispersion de ce terme par rapport, sa distance par rapport au nombre x bar. Voilà, donc ça c'est une dispersion
mesurée pour un individu et puis après on va la prendre globalement à l'échelle de l'échantillon. Donc on va faire une moyenne des dispersions de tous les individus. Donc voilà, j'additionne toutes ces, dispersions, puis pour avoir une moyenne et bien classiquement, intuitivement, on a tendance à diviser par le nombre de termes n. Voilà, donc voilà comment on construit la notion, de variance. C'est une moyenne, hein, on fait une somme, on divise par le nombre de termes, donc c'est une moyenne. Simplement, au lieu de faire la moyenne des xi, comme précédemment, on fait la moyenne sur d'autres nombres, des nombres qui mesurent la distance entre xi et x bar. Donc ça mesure la dispersion des nombres xi autour de leur moyenne x bar. Donc ça, on appelle ça variance empirique, variance naturelle, parce que quand on a une idée de moyenne, l'idée naturelle, intuitive, c'est de diviser la somme, donc ici la somme des dispersions, de la diviser par le nombre de termes n. Alors on a une notion légèrement différente qui circule dans la littérature, ce qu'on appelle la variance corrigée. Alors le symbole sigma, c'est exactement le même. La seule différence, c'est qu'au lieu de diviser par n, le nombre de termes, on divise par n-1. Bon, ce qui est un peu surprenant, mais je vous donnerai la motivation dans un instant. Et puis, vous avez la notion d'écart-type. C'est tout simplement la racine carrée de la variance. Donc, du coup, vous avez deux notions d'écart-type qui circulent en parallèle dans la littérature. L'écart-type empirique, à partir de la variance empirique, variance naturelle, et l'écart-type corrigé à partir de la variance corrigée. Et puis vous avez l'erreur type de la moyenne, donc celui-là il servira lorsqu'on fera le théorème central limite, donc ça sera le cours numéro 3 ou 4, je ne sais pas encore, ça servira un petit peu plus tard. Voilà, donc avec ça vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour traiter la première page d'exercice. Vous avez absolument toutes les formules, tous les outils. Donc à vous de les appliquer, hein, faites vos calculs à la main, à la calculette et ce qu'on va faire, c'est, montrer quelques manips Minitab qui vous permettront de vous corriger. Donc je vais reprendre, mon échantillon qui était enregistré sur la feuille quadrillée ici, le voilà et vous avez une manip Minitab qui va vous calculer la moyenne, la variance, tout ce que vous voulez. Alors on va là-haut dans stats, stats élémentaires, afficher les stats descriptives. Donc dans la fenêtre variable, vous donnez votre échantillon. On pourrait faire plusieurs échantillons en même temps. Il suffirait de les énumérer tous dans cette fenêtre. Dans l'onglet statistiques, vous choisissez les statistiques qui vous intéressent, moyenne, erreur type, écart type, variance. L'écart type, là, le mode. Je ne sais pas si vous voulez la somme des termes, on peut la mettre. L'étendue, c'était demandé. Si vous voulez la somme des carrés, vous pouvez rajouter. Bon, le nombre de valeurs présentes, on n'a pas besoin de ça. Voilà, donc vous cliquez sur OK, vous faites OK, et voilà, tout s'affiche ici, et ça vous permet de vous corriger. Alors bien sûr, ce qui est affiché là, c'est seulement des valeurs arrondies, donc si vous les prenez pour enchaîner sur d'autres calculs, ça risque de vous colporter des erreurs d'arrondi. Alors, vous avez aussi la possibilité avec Minitab de faire afficher directement dans la feuille de calcul, dans le tableau quadrillé, vous pouvez faire afficher ces moyennes, écart type, variance et là, ce que vous verrez apparaître dans les cases, ça sera vraiment, des valeurs, exactes. Alors on va le faire ici, c'est presque la même manip, vous allez dans stats, stats élémentaires, simplement au lieu de sélectionner l'onglet afficher les stats descriptives, vous prenez l'onglet stocker les stats descriptives et là vous aurez des valeurs exactes. Pareil, dans la fenêtre variable, vous cochez les échantillons qui vous intéressent et dans l'onglet statistique, vous demandez tout ce que vous voulez, l'erreur type, l'écart type, la variance, premier quartile, médiane, troisième quartile, l'étendue. Bon voilà, si vous voulez d'autres choses, la somme, le minimum, le maximum, enfin, vous mettez ce que vous voulez, hein. Voilà, bon, je vais essayer de pas trop encombrer. Cochez tout ce que vous voulez. OK, OK. Et voilà, cette fois-ci, les valeurs sont affichées dans les cases et ça, c'est des valeurs exactes, hein, c'est pas des arrondis, c'est vraiment des valeurs exactes. Donc si vous voulez les récupérer pour continuer d'autres calculs après, ça ça vous permettra d'éviter, qu'il y ait des erreurs d'arrondis, des effets boule de neige et des arrondis qui s'amplifient. Alors même si, Minitab n'affiche que 5 décimales à l'écran,
Il a bien gardé en mémoire, toutes les décimales, vraiment la valeur exacte. Donc mettons là, vous avez un écart type là qui s'affiche avec 5 décimales. Ben, vous pouvez très bien, si vous voulez, faire afficher plus de décimales, donc ça vous montrera que Minitab dans sa mémoire, il n'a pas juste les 5 décimales que vous voyez ici, mais il a vraiment la valeur exacte. Donc quand vous voulez modifier le nombre de valeurs, affichées dans une colonne de Minitab, voilà la manip à suivre. Vous allez dans Données, changer le type des données. Alors pareil, vous sélectionnez votre colonne, donc mettons que ça soit l'écart type. Pour qui je veux plus de décimales, donc je le coche dans la fenêtre variable. Vous choisissez ici la ligne virgule fixe et vous donnez le nombre de décimales que vous voulez derrière la virgule. Donc la Minitab, il en affichait 5. Mettons que vous vouliez en voir 10, donc vous mettez 10 dans cette fenêtre. Et voilà. Hein, donc là, c'est vraiment des valeurs exactes. Alors, une mise en garde, Minitab, là, quand il vous affiche des écarts types, des variances, c'est toujours la version corrigée. Comment obtenir la variance empirique alors que Minitab vous donne seulement la variance corrigée? Alors, il faut bien rappeler que ces deux définitions de variance, elles sont vraiment très voisines. Il n'y a quand même pas tellement de différence. Le, le paquet, le symbole sigma ici, la grosse somme, c'est absolument la même dans les deux formules. Hein, on additionne les dispersions de tous les termes là autour de leur moyenne x bar. Ces deux écritures sont absolument identiques. Tout ce qui change, c'est l'entier par lequel vous allez diviser cette somme. Donc ce terme litigieux, là, le 1 sur n, si vous le passez à droite, là, en multipliant tout par n. Puis sur la deuxième ligne, vous passez le n-1 à droite, pareil, vous multipliez tout par n-1. Ce qui vous reste à gauche, c'est absolument le même terme, le même symbole sigma. Donc c'est grâce à ça qu'on va pouvoir dégager le lien entre la variance empirique, la variance naturelle, et la variance corrigée de Minitab. Hein, la somme des dispersions carrées. D'un côté, vous pouvez dire que c'est la variance empirique multipliée par n, et d'un autre côté, dire que c'est la variance corrigée de Minitab donnée par n-1. Donc si vous voulez obtenir la variance empirique à partir de la variance de Minitab, vous avez juste à passer ici ce terme n à droite, et donc la variance de Minitab, vous la multipliez par n-1 et vous divisez par n. C'est tout ce qu'il y a à faire. Et puis pour les écarts types, vous rajoutez juste une racine carrée. Alors, dans cette somme des dispersions au carré, je vous conseille là, de développer ce carré. Hein. Donc attention, le carré est à l'intérieur de la somme. Développer ce carré, bon, c'est l'identité remarquable que vous connaissez bien depuis le lycée. Ensuite, vous distribuez le symbole sigma à l'intérieur de la parenthèse. Donc vous retrouvez avec 3 symboles sigma, là 3 sommes. Dans le dernier sigma, ce que vous sommez en fait, c'est une constante. Le nombre x bar au carré ne dépend pas de l'indice i. Hein, donc c'est comme si vous faisiez constante plus constante plus constante, comme ça n fois. Donc le résultat de cette somme, c'est n fois la constante. Sur le deuxième sigma, là au centre de la formule, donc vous sommez des termes de la forme 2x bar, 2x bar fois xi. Donc le 2x bar, là, c'est une constante, il ne dépend pas de i. Donc vous pouvez le sortir en facteur là devant la somme. Dans la somme, il vous reste juste les termes xi, donc ça fait penser à la formule de moyenne, hein, c'est exactement la moyenne x bar, simplement vous multipliez par n. Donc le terme central, vous avez quoi? Vous avez 2x bar fois n x bar, c'est-à-dire 2n fois x bar au carré. Donc des nx bar au carré, en fait vous en avez un une fois compté avec un signe plus, et puis deux compté avec des signes moins. Donc finalement, ça vous donne moins nx bar. Hein. Donc la somme des xi au carré moins nx bar, et ça donc vous l'interprétez soit comme la variance naturelle multipliée par n, ou bien la variance corrigée multipliée par n-1. Voilà la formule encadrée qui vous servira pour les exercices 3 et 5. Alors, une petite mise en garde quand vous parlez de moyenne, évitez de dire moyenne tout court, précisez toujours s'il s'agit de la moyenne de l'échantillon ou bien la moyenne de la population totale. Hein. Bon, au niveau de la population totale, effectivement, si on arrivait à faire des mesures sur tous les individus de la population, additionner ces mesures, diviser par la
le nombre d'individus dans cette population, on obtiendrait le nombre mu, la moyenne de la population totale. Donc en théorie, on voit très bien, la formule qu'il faudrait appliquer, donc c'est pour ça qu'on parle de moyenne théorique, mais dans la pratique, on n'est pas en mesure, d'obtenir une valeur numérique parce que ça serait trop difficile de faire des mesures sur autant d'individus, additionner autant de termes. Donc le problème, c'est que ce nombre mu, on voit très bien ce qu'il représente, c'est la moyenne de la population totale, mais on n'a pas de valeur numérique, c'est un nombre inconnu. Tandis que la moyenne de l'échantillon, X bar, celui-là, on arrive très bien à le calculer. Là, c'est un nombre parfaitement connu. Alors ça, c'est un problème qu'on va retrouver, bon, pas la semaine prochaine, mais à partir du cours 3 ou 4, je ne sais pas encore. On aura, justement des problèmes d'estimation par intervalle de confiance. On aura une moyenne de population totale inconnue et on cherchera à construire un intervalle pour l'encadrer entre 2 valeurs qu'on sache calculer à partir de la moyenne de l'échantillon. Donc je fais ce commentaire juste pour annoncer, ce qui sera traité dans les prochains cours. Et puis on a le même problème au niveau de la variance, hein. La variance de la population totale. En théorie, on voit la formule qu'il faudrait appliquer, sauf que concrètement, pratiquement, c'est pas, on ne peut pas la mettre en œuvre, hein, ça serait trop lourd, à traiter, numériquement. On n'arriverait pas à faire autant de mesures. Mais en tout cas, cette variance de la population, elle existe bien, donc je la note sigma carré. Hein, simplement, ce nombre sigma carré, on n'a pas accès à sa valeur. Donc ne confondez pas la variance de la population avec la variance de l'échantillon qu'on sait très bien calculer. Et c'est là qu'on va pouvoir expliquer pourquoi au niveau des variances d'échantillons, on a 2 formules, qui, coexistent en parallèle. Alors, quand on cherche à estimer soit une moyenne de population, une variance de population, la, 1re idée naturelle qui vient à l'esprit, on se dit: «Bah, si je prenais des échantillons de plus en plus grands, un échantillon de taille 10, un échantillon de taille 100, un échantillon de taille 1000», enfin on se dit, que lorsque la taille de l'échantillon, tend vers plus l'infini, devient de plus en plus grande, au niveau de l'échantillon, la moyenne ou la variance de l'échantillon devrait, commencer à se rapprocher de la moyenne ou de la variance de la population totale. Donc cet argument fonctionne très bien au niveau des moyennes, hein. Donc pour, estimer mu, la moyenne de la population totale, effectivement, en travaillant sur des moyennes d'échantillons, de taille n avec n de plus en plus grand, effectivement, on arrive à s'approcher du nombre mu. Par contre, pour la variance, c'est un peu plus délicat. Si vous voulez répéter la même idée, mais en travaillant avec les variances empiriques, voilà, variance empirique d'échantillons de taille n, avec n qui devient de plus en plus grand, la valeur, que vous allez approcher, ça va pas être pile poil sigma carré, hein, vous allez tomber un petit peu à côté de sigma carré. Tandis que si vous travaillez avec les variances corrigées, là où on divise par n-1 au lieu de diviser par n, et bien là effectivement, ça se passera bien en travaillant avec des échantillons, de taille n de plus en plus grands, vous arriverez à approcher sigma carré, et à tomber pile poil sur sigma carré. Voilà, donc c'était juste pour motiver pourquoi, on a 2 définitions, différentes de variance, pourquoi la définition naturelle où on divise la somme par n ne fonctionne pas très bien dans certains cas. Voilà, donc on reviendra sur ce problème dans, je sais pas, au cours numéro 3 ou 4, hein, on aura, ces problèmes d'estimation de paramètres inconnus. Donc le paramètre, ça sera la moyenne de la population totale ou bien la variance ou bien des proportions et on verra comment les encadrer à l'aide d'intervalles de confiance. Voilà, donc ce qu'on vient de faire là dans ce premier paragraphe, c'est, expliciter tout le vocabulaire des statistiques et donner les formules de base en statistique. Alors on va faire pareil maintenant avec les probabilités. Là aussi, il y a un peu de vocabulaire à mettre en place. Et comme tout à l'heure, on va choisir un exercice, ici l'exercice, 6 là, le dernier là sur votre première page de TD. On va prendre cet exercice pour illustrer les notions qu'on veut introduire. Donc de quoi il est question dans cet exercice? Ils font des forages, pour rechercher des nappes d'eau souterraines et ensuite quand ils ont une nappe d'eau, heu, on s'intéresse aux qualités de la salinité et de l'acidité. Voilà, donc là, ils font 38 forages dans votre exercice 6. Bon, pour démarrer, on va, déjà regarder ce qui se passe avec un seul forage. Là, il y a déjà moyen, d'illustrer le vocabulaire de base. Voilà, donc imaginez que votre expérience aléatoire, c'est pas faire, 38, forages comme dans l'exercice, mais simplement un seul forage. Alors le résultat de votre expérience,
Ça va être quoi? Ça va se présenter comme un couple. Il y a une composante pour enregistrer la salinité. On mettra la valeur 1 si la salinité est forte et la valeur 0 si la salinité est faible. Et la deuxième composante A, vous faites pareil pour l'acidité. Donc ça, c'est un résultat d'expérience. Et en probabilité, dans n'importe quel exercice de probabilité, n'importe quel théorème de probabilité, hein, l'objet de base sur lequel on construit toute la théorie, c'est ce qu'on appelle l'ensemble fondamental, qu'on note classiquement grand oméga, l'ensemble de tous les résultats possibles, c'est-à-dire tous les petits oméga là qu'on peut fabriquer. Donc vous voyez qu'ici il y aura 4 possibilités hein, selon les choix que vous mettez sur les différentes composantes 1 ou 0. Vous avez 4 possibilités. Là ici j'ai énuméré tous les éléments de cet ensemble grand oméga. Alors, donc je suis pas en train de dire qu'ils ont chacun la même probabilité d'apparaître, hein. Je suis pas en train de leur attribuer à chacun un poids un quart, hein, on n'en sait rien du tout. Dans, dans cette situation-là, on n'a aucun renseignement de, de probabilité au niveau de ces résultats. Alors la notation CARD, donc c'est une abréviation pour cardinal. Alors qu'est-ce que c'est que le cardinal? C'est le nombre d'éléments dans un ensemble. Donc ici on a un ensemble à 4 éléments. J'ai même énuméré ces 4 éléments. Donc cardinal d'oméga, le nombre de termes dans votre ensemble, et puis on a aussi cette notation dièse qui signifie exactement la même chose. Alors déjà sur ce petit exemple très très simple, on voit qu'il faut être très précis au niveau du vocabulaire. Il ne faut pas confondre la notion de résultat et la notion d'événement. Donc un résultat, c'est juste un point, juste un élément dans l'ensemble grand oméga. Tandis qu'un événement, c'est une partie, un sous-ensemble de oméga. Mettons qu'on s'intéresse à l'événement A, obtenir une salinité élevée, donc dans oméga, on va garder tous les couples qui ont la première composante égale à 1. D'accord? Voilà. Et pour la probabilité de A, ne vous lancez pas dans la formule cardinal de A divisé par cardinal de oméga. Personne n'a dit que les 4 points de oméga avaient tous la même probabilité d'apparaître, hein. Alors ensuite, toujours à partir de cette, oui voilà, donc très important, hein, ne confondez pas, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète ici avec un petit dessin qui est peut-être plus convaincant, ne confondez pas un résultat et un événement. Donc vous avez pu voir que sur Moodle, j'ai rajouté un PDF qui s'intitule Comparaison entre le langage des ensembles et le langage des probabilités. Et vous allez voir que tout ce qu'on vous a enseigné depuis le collège et le lycée sur les notations d'ensemble, les opérations sur les ensembles, vous retrouvez ça en probabilité. Simplement, le vocabulaire est légèrement modifié. Par exemple, ce qu'on appelait un élément dans un ensemble, maintenant ça s'appelle un résultat. Un sous-ensemble, une partie, maintenant on appelle ça un événement. Mais les notations, vous gardez les mêmes notations, hein. Pour les éléments, vous avez cette notation d'appartenance, avec l'espèce de E arrondi. Et puis pour la notation d'événement, vous avez le symbole d'inclusion. C'est pas la même chose, hein. Donc regardez sur le dessin, un élément, c'est juste un point dans l'ensemble, et un sous-ensemble, c'est pas la même chose, hein, donc ne confondez pas. Donc là, il y a un deuxième exemple que j'ai construit, toujours en s'inspirant de l'exercice sur les forages, mais c'est pas encore la situation étudiée exactement dans cet exercice 6 sur votre première page de d'énoncé, hein. C'est simplement pour vous montrer que lorsque vous formulez différemment votre expérience, et bien du coup les résultats ont une expression tout à fait différente. Et l'ensemble grand oméga, il sera différent, hein. Chaque fois, je mets le cardinal, le nombre d'éléments dans cet ensemble, justement pour que vous vous convainquiez qu'avec une description d'expérience différente, ça entraîne, tout le reste est différent, hein. Alors, donc l'exemple 3, voilà, là, c'est vraiment la situation telle qu'elle est donnée dans l'énoncé de l'exercice 6. Donc, ils ont fait 38 forages. Pour chacun, on sait exactement si la salinité et l'acidité, on leur a attribué la valeur 1 ou la valeur 0. Hein, donc chaque FI se présente comme un couple là, avec les mêmes conventions de notation que tout à l'heure, hein, mais je ne suis pas en train de dire que je fais le tour de toutes les possibilités de composantes 1 et 0, hein, c'est juste quelques couples particuliers qui ont été rencontrés dans ces forages. Voilà, donc l'expérience aléatoire maintenant, c'est prendre au hasard l'un de ces 38 forages pour lesquels on a des résultats. Donc là, l'ensemble oméga, c'est l'ensemble des 38 forages. Voilà, donc l'événement obtenir une salinité élevée, ça sera un sous-ensemble
Vous allez prendre les éléments FI pour lesquels la première composante est égale à 1. L'événement B, pareil, c'est un sous-ensemble dans oméga, vous prenez les FI où la deuxième composante est égale à 1. Alors dans l'énoncé, on vous dit que parmi les 38 forages, il y en a 16 qui ont une salinité élevée. Donc c'est ça qui vous donne le cardinal de A, le nombre d'éléments de A. Donc pareil pour B. Et puis donc cette notation d'intersection, c'est la situation où vous avez à la fois la salinité élevée et l'acidité élevée, hein. Donc quand vous avez deux événements qui se produisent simultanément, tous les deux ensemble, on note ça avec une intersection. Alors pour les probabilités, vous vous rendez compte qu'à chaque fois vous faites le quotient entre le cardinal de l'événement et le cardinal de oméga. Alors pourquoi on a droit à cette formule de probabilité dans ce cas? C'est parce que l'expérience consiste à considérer un forage parmi 38. Il est pris au hasard, donc chacun des 28 forages a la même probabilité d'être sélectionné, hein. Alors l'événement contraire ou complémentaire, hein, c'est des mots synonymes. Note B, indice C, là en exposant. Donc B, c'était obtenir une acidité forte, donc B complémentaire, c'est obtenir une acidité faible. Et au niveau des probas, il suffit de faire la soustraction 1 moins P de B. Alors sur cet exemple, on a l'occasion de réviser la notion de probabilité conditionnelle. Donc la probabilité de A, c'est une chose. Donc c'est la probabilité de A, comme ça en l'absence de tout autre renseignement complémentaire. Voilà, on n'a pas d'autres informations, donc on a la probabilité que A se produise. Par contre, si vous avez l'information que B s'est déjà produit, vous savez que B s'est déjà produit, eh bien ça va influencer la probabilité que A se présente ou pas. Voilà. Donc on note cette probabilité-là avec une barre verticale et la condition, c'est-à-dire le renseignement que vous connaissez, l'événement qui s'est déjà produit, vous l'inscrivez derrière la barre verticale, hein. Donc ça se dit probabilité de A, sachant B, c'est-à-dire lorsqu'on possède l'information que B s'est déjà réalisé et donc vous avez la formule qui est donnée ici et que vous connaissez, je pense, depuis le lycée. Alors cette notion est reliée à la notion d'indépendance. Donc deux événements A et B sont indépendants. S'ils sont indépendants, ça veut dire que lorsque B s'est produit, ben, ça n'a aucune influence sur A. Sa probabilité reste identique et c'est comme ça que vous obtenez cette formule très, très, très pratique, hein. Chaque fois que vous avez le renseignement d'indépendance, eh bien ça vous permettra de transformer une probabilité d'intersection en produit de probabilité. Seulement si vous avez un renseignement d'indépendance. Il ne faut pas faire ça dans tous les cas. Donc justement, quand vous n'avez pas de renseignement d'indépendance, si vous voulez la probabilité de A inter B, n'écrivez pas un produit P de A fois P de B, hein. C'est faux si jamais les événements sont dépendants. Alors là, tout ce que vous avez à votre disposition, lorsque A et B peuvent éventuellement dépendre l'un de l'autre, ben, pour la probabilité de l'intersection A inter B, vous écrivez probabilité de A sachant B multiplié par P de B. C'est ça la formule qui vient remplacer cette encadrée en vert lorsque vous ne disposez pas, malheureusement, du renseignement d'indépendance. Et justement, dans l'exercice 6, on vous demande, sachant que la unité était faible, c'est-à-dire sachant que l'événement B complémentaire s'est produit, quelle est la probabilité de A? Alors vous écrivez votre formule de probabilité conditionnelle. Le dénominateur, vous le connaissez déjà. Ce qui vous manque, c'est le numérateur. Et c'est l'occasion de réviser une petite formule de découpage qui rend très souvent de grands services en probabilité. Donc vous avez le grand ensemble oméga, l'ensemble de tous les résultats possibles, qui est découpé en deux morceaux. D'un côté l'événement B, de l'autre l'événement B complémentaire. Et ce découpage de oméga induit un découpage de n'importe quel autre événement, mettons l'événement A. Donc vous avez ici assuré en orange l'intersection A inter B, et en vert A inter B complémentaire. Et ces deux morceaux sont disjoints, donc si vous raisonnez en termes de surface, hein, vous pouvez visualiser la probabilité comme une surface. Ça vous indique que la probabilité de A, ça va être la probabilité du morceau en orange et la probabilité du morceau en vert. Alors le morceau bleu, le morceau orange, vous avez déjà les probabilités, donc le morceau en vert, il suffira de faire une soustraction et ça vous permet de conclure votre exercice. Alors pour terminer la fiche 0,
il vous reste à voir l'exercice 7. Alors de quoi il est question dans cet exercice 7? Vous avez des malades qui souffrent de calculs rénaux. Donc il y a les gens qui ont des petits calculs rénaux et les gens qui ont des gros calculs rénaux. Et puis pour chacun, il y a 2 traitements différents, le traitement 1 et le traitement 2. Donc on cherche à évaluer la probabilité de guérison sur, un certain échantillon. Voilà, donc vous pouvez écrire ces probabilités de guérison sous forme de fractions rationnelles et c'est peut-être plus concret si on les écrit sous forme décimale. Alors on se rend compte que pour les gens qui ont des petits calculs rénaux, le premier traitement est plus efficace. Voilà, regardez les probabilités de guérison. La probabilité pour le traitement 1 est plus grande que la probabilité pour le traitement 2. Pour les gens qui ont des gros calculs rénaux, c'est pareil. Le premier traitement, sa probabilité de guérison est supérieure à la probabilité de guérison par le deuxième traitement. Alors à ce stade, intuitivement, on se dit, ben, si on mélange tous les malades ensemble, en oubliant la distinction petit calcul, gros calcul, ça devrait être pareil, ça devrait être le premier traitement qui est plus efficace. Et curieusement, non. Regardez, l'efficacité du premier traitement est inférieure à l'efficacité du deuxième traitement lorsqu'on regarde tous les malades ensemble, tous mélangés, sans prendre en compte la taille des calculs rénaux. Donc c'est vraiment très surprenant, ça va à l'encontre de l'intuition. Donc déjà c'est très moral, hein, ça vous indique que bon, l'intuition c'est bien gentil, mais ce que vous souffle l'intuition, si vous n'arrivez pas à le démontrer, ben, c'est bon à jeter à la corbeille, hein. C'est presque comme si c'était faux, hein. En maths, il faut toujours pouvoir démontrer ce qu'on affirme. Et donc on va essayer de comprendre pourquoi notre intuition nous a induit en erreur. Alors je vous montre 3 arguments, un argument arithmétique, un argument géométrique et un argument probabiliste. C'est surtout ça qui nous intéresse dans notre contexte, hein. Alors l'argument arithmétique, bon, c'est une révision des règles de calcul sur les fractions, on vous en a parlé au collège ou au lycée, hein, donc vous avez pu voir que les probabilités de guérison se présentent comme des fractions. Donc pour les gens qui ont des petits calculs rénaux, si on compare les 2 traitements, on a la fraction A sur B qui est supérieure à la fraction C sur D. Et pour les gens qui ont des gros calculs rénaux, on a la fraction A' sur B' qui est supérieure à C' sur D'. Alors, donc donc les gens qui imaginent qu'en mélangeant petits calculs et gros calculs, on devrait, avoir le classement des efficacités dans le même ordre, en fait, ils font comme si A plus A' sur B plus B', voilà, en fait, c'est comme s'ils additionnaient dans le système, d'inégalité qui est ici, c'est comme s'ils additionnaient les fractions en additionnant les numérateurs d'un côté, les dénominateurs de l'autre et ça, c'est archi faux. Quand vous additionnez deux fractions, vous savez très bien qu'il suffit pas d'additionner les 2 numérateurs et les 2 dénominateurs. Donc c'est là la source d'erreur, hein. Voilà, alors le deuxième argument, l'argument géométrique, je vous rappelle qu'une fraction, ça peut toujours s'interpréter comme la pente d'un segment. Voilà, donc quand vous avez une fraction bleue plus petite que la fraction verte, bah, ça veut dire que le segment bleu, il est en dessous du segment vert. Voilà, donc j'ai détaillé, en différents, schémas, l'argument. Je vous laisse regarder ça par vous-même de votre côté et donc nous, on va se concentrer sur l'argument probabiliste parce que vos probabilités de guérison selon que vous êtes dans tel ou tel cas, on peut justement les présenter comme des probabilités conditionnelles. On vient de réviser les formules. Par exemple, pour les patients qui ont des petits calculs et qui ont suivi le premier traitement, on peut écrire ça comme une proba conditionnelle en faisant intervenir l'événement A. Le patient a des petits calculs, donc le contraire, A complémentaire, c'est le patient qui a des gros calculs rénaux. L'événement B, c'est le patient qui a suivi le premier traitement, donc le contraire, B complémentaire, c'est lorsqu'il suit le deuxième traitement. Voilà, donc avec ça, on arrive très bien à décrire dans quelle situation on se trouve. Et bien sûr, l'événement qui nous intéresse, c'est l'événement C, le patient qui guérit. Alors, le taux de guérison, pour les gens qui ont des petits calculs et qui ont suivi le premier traitement, ça se présente comme la probabilité conditionnelle, la probabilité de guérison, sous la condition A inter B. Donc sachant qu'on a, A inter B, c'est-à-dire à la fois des petits calculs et le premier traitement. Donc cette probabilité de guérison est supérieure à la probabilité conditionnelle qu'on obtient sachant A inter
B complémentaire, pardon, c'est-à-dire sachant qu'on a des petits calculs et le deuxième traitement. Alors pour les gens qui ont des gros calculs, donc sachant A complémentaire inter B, donc là c'est les gens qui ont des gros calculs et le premier traitement, une probabilité de guérison supérieure à la probabilité conditionnelle, donc sachant A complémentaire inter B complémentaire, c'est-à-dire les gens qui ont des gros calculs et des petits et le deuxième traitement. Ok? Voilà, donc vous avez vos probabilités conditionnelles classées dans cet ordre. Et lorsqu'on réunit tous les patients ensemble, qu'on oublie la différence petit calcul, gros calcul, ça veut dire que dans la condition, ben, on ne voit plus apparaître les événements A et A complémentaires, hein. Donc ce qu'on attendrait intuitivement, c'est que la probabilité de guérison par le premier traitement, c'est-à-dire la probabilité de C sachant B, hein, l'événement B c'est le premier traitement, donc intuitivement on aurait tendance à dire qu'elle devrait aussi être supérieure à la probabilité de guérison, sachant B complémentaire, c'est-à-dire sachant que le patient a suivi le deuxième traitement. Alors effectivement, on peut garder des probabilités classées dans le même ordre, à condition de supposer les événements A et B indépendants. Donc l'erreur que les gens font inconsciemment lorsqu'ils ils imaginent le même classement au niveau des probabilités de guérison qui prennent en compte seulement le nom du traitement et pas la taille des calculs. Ben, inconsciemment, ce que les gens ils sous-entendent, c'est que les deux événements A et B sont indépendants. Donc justement, ce qu'on va faire sur la page, sur la page suivante, hein, j'ai tout détaillé pour que vous puissiez faire la démonstration par vous-même, c'est que effectivement, si vous supposez A et B indépendants, donc vous avez bien l'inégalité dans ce sens, vous allez voir la démonstration. Et ensuite, on pourra utiliser cette démonstration pour conclure, puisque dans notre situation, on a vu à ce niveau-là une inégalité dans l'autre sens, eh bien ça nous fait, voilà, ça fait d'une pierre deux coups, voilà, par le même argument, ça va nous dire que les deux événements A et B ne sont pas indépendants, ils sont dépendants. Voilà, donc c'est ça l'explication. Donc je vous laisse regarder la démonstration, hein, exprès je l'ai rédigée en détail. Donc la probabilité de guérison, sachant que les gens ont suivi le premier traitement, vous écrivez votre proba conditionnel ici. Donc le problème c'est le numérateur. Donc pareil avec un découpage, découper l'ensemble grand oméga en A et A complémentaire, hein, vous arrivez à obtenir cette addition, puis vous traitez chaque terme. Alors là, c'est très intéressant, hein. Là, on a exactement une situation, vous avez une probabilité d'intersection, il ne faudrait surtout pas la transformer en produit de probabilité parce que ben, justement, les événements ne sont pas indépendants. Bon, déjà, c'est clair que l'événement C, il va dépendre de B et de A, donc il ne faudrait pas écrire probabilité de C fois probabilité de B inter A, hein. Voilà, donc quand vous n'avez pas de renseignement d'indépendance, tout ce que vous pouvez faire, c'est écrire une formule de produit, mais avec la probabilité conditionnelle. Voilà, donc c'est la probabilité de C sachant A inter B multipliée par la probabilité de la condition. Alors par contre, A et B, donc on se place dans la situation où ils sont indépendants. Donc là, j'ai le droit d'écrire ça comme le produit P de A et P de B. Donc vous faites la même chose là de l'autre côté. Donc au niveau de la proba conditionnelle, vous avez une simplification. Vous faites la même chose avec l'événement B complémentaire là dans la condition. Voilà, donc les deux termes en bleu, ils sont classés comment? Celui-là est plus grand que celui-ci. Les deux termes en orange. Celui-ci est plus grand que celui-là. Voilà, donc effectivement, en additionnant terme à terme, voilà, effectivement, vous trouvez la le classement qu'on attendait intuitivement. Voilà, donc effectivement, si A et B sont indépendants, ça, on tombe bien là-dessus. Donc puisque nous, sur nos valeurs numériques, on n'a pas trouvé ce résultat, on a l'inégalité dans l'autre sens, eh bien ça veut dire quoi? Ça veut dire que la phrase sur laquelle on a bâti tout notre raisonnement, c'est-à-dire A et B indépendants, ça veut dire que cette phrase-là est fausse. Hein, donc notre conclusion, au vu des résultats numériques, c'est que A et B sont dépendants. Voilà, donc avec ça, ça termine la fiche numéro 0. Donc vous faites tout le reste. Et s'il y a des problèmes, donc vous me les signalez par mail pour voir s'il y a des choses à ajouter. Pour que vous puissiez traiter les exercices de la feuille numéro 1, on va introduire la notion de variable aléatoire.
Alors la motivation, elle réside dans le problème suivant. On a vu qu'à chaque expérience aléatoire, il faut associer un ensemble oméga qui rassemble tous les résultats possibles dans cette expérience. Sauf que très vite, cet ensemble oméga, il devient très grand, très complexe. On n'arrive plus euh, à bien comprendre comment il est construit. Donc justement, la variable aléatoire, elle va permettre de transformer cet ensemble compliqué en un ensemble plus simple, un ensemble de nombres, comme mettons R, l'ensemble des réels, un ensemble que vous connaissez depuis longtemps, vous êtes habitué à travailler là-dedans. Donc chaque résultat d'expérience, petit oméga, hein, on voit pas, souvent quand oméga est très compliqué, on voit pas trop bien comment définir ce petit oméga, on sait pas trop ce que c'est cet objet, eh bien on le transforme en un nombre, ça au moins c'est tout à fait concret. Voilà, donc cette variable aléatoire, en fait, elle a la même structure que les fonctions que vous avez vues au lycée, hein. On retrouve la même terminologie, l'ensemble de départ, l'ensemble d'arrivée, l'antécédent, l'image, on retrouve le même vocabulaire. Simplement, les fonctions que vous aviez au lycée, l'ensemble de départ, bah, c'était un ensemble de nombres, je sais pas, l'intervalle 0,1 ou l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà, la seule différence, c'est que ici, vous avez comme ensemble de départ un ensemble, qui est constitué par autre chose que par des nombres, il est constitué par quoi? Très souvent, on n'arrive pas trop bien à voir, ce qui, vit là-dedans. Voilà, donc cette, variable aléatoire, donc très souvent on les note, bon, classiquement, c'est la convention, les variables aléatoires sont notées avec des lettres majuscules, souvent, prises à la fin de l'alphabet. Donc ces variables aléatoires, ce sont des fonctions, hein. Justement, le mot variable, c'est pour traduire le fait qu'elles peuvent prendre diverses valeurs, et c'est des fonctions qui dépendent du hasard parce que vous ne savez pas à l'avance sur quelle valeur vous allez tomber, heu, voilà, donc c'est pour ça qu'on parle de fonctions aléatoires. Alors aujourd'hui, pour, démarrer avec un cas très simplifié, on va regarder seulement des variables aléatoires à valeur dans n, hein. Donc pour l'ensemble d'arrivées, vous mettez carrément n, l'ensemble des entiers naturels. Voilà, c'est ce qu'on appelle une variable discrète. Donc discrète, ça veut dire que les valeurs prises par cette variable sont, dispersées, c'est des valeurs sporadiques, hem, il y a une distance, c'est des valeurs qui sont éloignées les unes des autres. Admettons, si elle prend la valeur 2 et puis plus loin la valeur 3, elle ne prend aucune valeur intermédiaire, hein. C'est ça le propre des valeurs, des variables aléatoires discrètes, en opposition avec les variables aléatoires continues qu'on démarrera la semaine prochaine, où là, l'ensemble de toutes les valeurs, bah, vous passez d'une valeur à l'autre, en continu. Si elle prend la valeur 2, la valeur 3, ben, elle prend aussi en continu toutes les valeurs intermédiaires, 2,37, 2,91. Ça, c'est le cas des lois continues. On ne s'en occupe pas du tout aujourd'hui, hein. Vous pouvez simplifier la définition. Pour aujourd'hui, on mettra ici en ensemble d'arrivées un ensemble, ce qu'on appelle un ensemble dénombrable, par exemple l'ensemble des entiers. Alors décrire la loi d'une variable aléatoire discrète, ça revient à faire la liste de toutes les valeurs possibles, pour cette loi et puis ensuite il faut associer à chaque valeur, une probabilité qui mesure si cette, valeur est fréquente ou rare, hein. Alors on va tout de suite prendre un exemple pour illustrer ces notions. On va le prendre sur la feuille, de TD numéro 1. On va prendre l'exercice 2. Alors de quoi il est question dans cet exercice 2? Donc c'est un horticulteur, qui, cultive des cactus, en particulier une certaine, variété de cactus qui ne peut pas donner plus que 4 fleurs. Donc la variable aléatoire qui va nous intéresser, X, c'est le nombre de fleurs portées par, le cactus que vous avez considéré. Donc si vous voulez, l'ensemble grand oméga, c'est l'ensemble de tous les cactus et à chaque cactus, on associe le nombre de fleurs qu'il a produites. Donc la liste de toutes les valeurs, possibles pour, X, c'est 0, 1, 2, 3, 4, rien d'autre et on associe des probabilités pour mesurer la fréquence de ces valeurs. Par exemple, la valeur, 3, elle est assez fréquente, hein, probabilité 3/8, c'est assez élevé. Mettons la valeur 4 avec une probabilité seulement 1/8, c'est un petit peu plus rare. Et puis on se rend compte qu'il manque la probabilité ici pour la valeur 2. Alors ça, c'est pas un problème parce que un des premiers résultats de base à mémoriser sur les variables aléatoires discrètes, c'est que quand vous faites la somme de toutes les probabilités, cette somme doit toujours être égale à 1, exactement égale à 1. Voilà, donc justement, qu'est-ce que ça donne dans le cas, de notre exercice sur les cactus?
vous additionnez toutes les probabilités. Donc si vous voulez, dans cette somme, ça veut dire que pour k, à partir de 5 et les 5, 6 et les valeurs au-delà, la probabilité de x égale k est nulle. Donc les termes dans la somme disparaissent et vous avez seulement les probabilités de x égale k pour k jusqu'à 4. Voilà, et vous faites la somme et ça doit être égal à 1. Donc vous injectez là-dedans toutes les valeurs que vous connaissez. Vous les connaissez toutes, sauf la probabilité de x égale 2, et vous l'isolez, et comme ça, vous arriverez à déterminer la probabilité qui vous manquait, contrôler que vous trouvez bien cette valeur 1/8. Voilà, donc là, vous avez le cas d'un symbole sigma où finalement il n'y a qu'un nombre fini de termes dans la somme. Tout à l'heure, on va avoir un exemple où on a effectivement une infinité de termes dans cette somme. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une série numérique quand on somme une une famille infinie de nombres, et donc vous avez rencontré ça en parallèle dans d'autres enseignements. Chaque fois que vous, travaillez avec des séries de Fourier, vous avez des symboles de sommation absolument, du même genre. Alors, dans cet exercice sur les cactus, on va vous demander aussi la fonction de répartition. Donc, je vous donne sa définition, vous aurez juste à l'appliquer. Alors, cette fonction, ça, c'est une vraie fonction, hein. C'est pas une fonction aléatoire, c'est pas une variable aléatoire, hein. Regardez, l'ensemble de départ, l'ensemble d'arrivée, c'est bien comme au lycée des ensembles de nombres. Et cette fonction est définie comment? Pour un réel x quelconque, vous lui associez la probabilité que grand X prenne une valeur inférieure ou égale à x. Donc à vous de voir, selon les valeurs de x, qu'est-ce que ça donne dans le cas des cactus. Alors, tout à l'heure, quand on travaillait sur les échantillons, on avait vu la notion de moyenne. On faisait sur l'échantillon la moyenne des valeurs qui étaient apparues dans l'échantillon. Et bien pour les variables aléatoires, on a une notion un peu apparentée, c'est la notion d'espérance. Voilà, donc dans l'exemple des cactus, vous avez une variable aléatoire qui prend comme valeur 0, 1, 2, 3 et 4. Donc si on faisait une moyenne classique, une moyenne équilibrée, on ferait quoi? Comme dans le paragraphe sur les échantillons, on ferait la somme de toutes ces valeurs et on diviserait par le nombre de valeurs, c'est-à-dire 5. Alors on peut réécrire ça de la façon suivante. Donc en bleu, je représente les valeurs prises par la variable aléatoire grand X. 0, 1, 2, 3 jusqu'à 4. Et puis donc en vert, on voit des coefficients 1/5. Donc ça, c'est le cas de la moyenne classique, la moyenne équilibrée. Et l'espérance, c'est pas tout à fait la même chose, c'est une moyenne, mais une moyenne pondérée. Alors on fait la moyenne des mêmes choses, hein, on fait toujours la moyenne pardon, la moyenne des valeurs prises par x, hein, vous les retrouvez ici, 0, 1, 2, 3, 4. Ce qui change, c'est les coefficients qu'on accorde à chaque valeur. Au lieu de leur affecter un coefficient 1/5, le même coefficient pour tout le monde, on va leur donner comme coefficient la probabilité de la valeur correspondante. Pour la valeur 0, c'est la probabilité de x égale 0. Pour la valeur 2, la probabilité de x égale 2 que vous venez de calculer précédemment. Voilà, donc vous n'avez plus qu'à injecter toutes les valeurs numériques des différentes probabilités et vous allez trouver l'espérance dans le cas de cet exemple sur les cactus. Et cette formule, on la généralise pour n'importe quelle variable discrète à valeur entière dans n. On va avoir une écriture du même style, hein. Donc les valeurs prises par la variable aléatoire 0, 1, 2, 3, divers entiers k. Voilà, on va faire la moyenne de ces valeurs. Hein, voilà, les entiers k que vous voyez apparaître dans la somme, c'est toutes les valeurs pour lesquelles on veut calculer une moyenne. Simplement, donc cette moyenne, c'est pas une moyenne équilibrée, c'est une moyenne pondérée, c'est-à-dire qu'on n'attribue pas forcément les mêmes coefficients à toutes les valeurs. Donc pour une valeur k, le coefficient qu'on lui affecte, c'est la probabilité de cette valeur k précisément. Voilà, donc vous vous retrouvez comme ça avec une définition d'espérance qui sera valable pour toutes les variables aléatoires discrètes. Donc ici, dans l'exemple de cactus, vous aurez une somme avec un nombre fini de termes, et on va voir tout à l'heure une situation où vous avez une infinité de termes dans la somme, une série, mais vous êtes habitué à manipuler ce genre de sigma avec une infinité de termes. Vous faites ça pour les séries de Fourier, et là, ça sera du même genre. Voilà, donc une première définition à mémoriser, hein. Qu'est-ce que c'est que l'espérance d'une certaine variable aléatoire? Eh bien, c'est une moyenne des valeurs prises par cette variable aléatoire, mais une moyenne pondérée. Et les poids, ben, c'est les probabilités respectives de chaque valeur.
Alors les règles de calcul sur les espérances, eh ben, ça se comporte très bien vis-à-vis de l'addition. Si vous multipliez une variable aléatoire par un nombre lambda, ben, vous pouvez sortir le lambda en facteur. L'espérance se comporte en gros comme une intégrale. Et puis quand vous faites une translation sur une variable aléatoire x, eh ben, ça opère la même translation sur le nombre espérance de x. Voilà, donc ça c'est l'analogue. Hein, au niveau sur les échantillons, on avait la notion de moyenne, et pour les variables aléatoires, la notion analogue, c'est l'espérance. Alors, sur les échantillons, on avait aussi défini la variance. Ben, on aura aussi cette notion-là sur les variables aléatoires. Donc pour l'échantillon, souvenez-vous, la variance, c'était une moyenne des dispersions des termes dans l'échantillon. Regardez leur dispersion autour de leur moyenne qui était notée x bar à l'époque. Et bien pour les variables aléatoires, c'est pareil. On va mesurer une sorte de dispersion moyenne. On va regarder la dispersion des valeurs prises par x. On va regarder leur dispersion autour de leur moyenne, c'est-à-dire espérance de x. Donc là, ici, les entiers k, c'est les valeurs prises par x. Et pour voir comment ils sont dispersés autour du nombre e de x, on regarde la distance entre ces deux nombres, c'est-à-dire la différence k moins e de x. Et puis, les calculs se passent mieux si on élève ces distances au carré. On avait déjà ça dans la formule de variance pour les échantillons. Hein, à l'époque, on faisait une moyenne sur ces dispersions, on faisait une moyenne équilibrée. Là, ça va être une moyenne pondérée. Donc, si vous regardez les termes qui apparaissent ici, vous vous rendez compte qu'on peut interpréter ça comme les valeurs prises par une autre variable aléatoire. Hein, regardez la variable aléatoire grand X, si vous le retranchez le nombre e de x, c'est une nouvelle variable aléatoire, une nouvelle fonction x moins e de x qui prend les valeurs k moins e de x. Puis quand vous élevez au carré, pareil, hein, si j'appelle y cette variable aléatoire au carré, donc les valeurs prises par la variable aléatoire y, c'est les nombres qui sont là, k moins e de x au carré. Voilà, donc on se rend compte qu'on est en train de travailler avec les valeurs prises par la variable aléatoire y. Et on est en train de faire une moyenne des valeurs prises par cette variable aléatoire y, hein, une moyenne pondérée. Là, vous avez les poids ici. Donc en fait, ce qu'on retrouve ici, c'est la notion d'espérance qu'on avait précédemment, sauf que c'est pas l'espérance de x, c'est l'espérance de y. Voilà, donc c'est ça la définition, la formule qu'on prend comme définition pour la variance d'une variable aléatoire. Donc cette définition, elle est intéressante parce qu'elle vous permet de comprendre pourquoi la variance, c'est toujours un nombre strictement positif. Parce que, vous voyez là, ce carré ici, c'est quelque chose de positif, donc la variance, c'est toujours un nombre positif. Ça permet aussi de comprendre l'interprétation de la variance, c'est-à-dire qu'elle mesure une dispersion. Hein, quand on voit x moins e de x, on voit que ça mesure des dispersions, des distances entre les valeurs de x et on regarde leur dispersion autour de leur moyenne e de x. Et puis, comme on reprend ensuite encore une deuxième fois l'espérance autour de cette nouvelle variable aléatoire, on voit qu'il s'agit d'une dispersion moyenne. Voilà, donc cette formule, elle est très bien pour comprendre que la variance est toujours positive et pour comprendre que la variance représente une dispersion moyenne. Par contre, concrètement, quand on vous demande un calcul numérique, combien vaut exactement la variance de telle variable aléatoire, si vous vouliez appliquer cette formule, ça serait vraiment très lourd, très compliqué. Donc, vous avez une autre formule à votre disposition, ce qu'on appelle ici la formule de Huygens, qui demande l'espérance de x, mais vous l'avez déjà calculé, donc vous avez juste à prendre ce nombre et à l'élever au carré, et vous aurez juste à calculer l'espérance de x au carré. Donc attention, il faut bien voir à quel niveau se situent les exposants 2. Ici, hein, l'exposant 2, il est en dehors de l'espérance, c'est-à-dire vous avez d'abord calculé le nombre espérance de x, et c'est ce nombre-là que vous élevez au carré, tandis que ici, hein, il faut d'abord prendre la variable aléatoire, l'élever au carré, et seulement après calculer son espérance. Donc ça, c'est pas un problème, hein. Maintenant, on est en mesure de d'écrire une formule d'espérance pour n'importe quelle variable aléatoire si on se souvient que l'espérance, c'est une moyenne de la variable qui vous intéresse, une moyenne des valeurs prises par cette variable qui vous intéresse, une moyenne pondérée. Donc là, ici, on s'intéresse non plus à la variable x, mais à la variable x carré. Alors, c'est quoi les valeurs qu'elle prend? C'est les valeurs k au carré. Voilà, donc on va faire la moyenne de toutes ces valeurs k au carré. C'est ça la notion d'espérance. Une moyenne pondérée, donc il faut rajouter des poids, toujours les mêmes, hein.
Voilà, donc je vous laisse calculer ça concrètement dans l'exemple des cactus et regarder ce que ça donne. Et pour bien vous convaincre que ces 2 cadres en rose, ils racontent bien la même chose, donc je vous conseille en guise d'exercice supplémentaire, hein, pour compléter le cours, de développer ici le carré qui apparaît à l'intérieur de l'espérance. Puis après, vous appliquez la formule d'espérance. Je vous ai donné exprès les règles de calcul sur l'espérance juste avant, et ça va vous permettre de voir que vous aboutirez à la deuxième formule ici dans le cadre. Alors les règles de calcul sur les variances, c'est un peu plus délicat. Quand vous avez une variable aléatoire multipliée par un coefficient lambda, quand vous voulez sortir le lambda, c'est pas lambda qui sort, c'est lambda au carré. Quand vous faites une translation sur une variable aléatoire, ben, ça n'a aucun impact sur la variance, elle reste identique. Et attention, le comportement vis-à-vis de l'addition, c'est pas toujours dans tous les cas que vous pourrez écrire variance de la somme égale somme des variances, hein. Ça, vous pourrez écrire ça lorsque vous avez un renseignement d'indépendance, si on vous précise dans l'énoncé que les deux variables sont indépendantes, là d'accord, vous pouvez écrire cette addition de 2 variances, mais si vous n'avez pas le renseignement d'indépendance, c'est vraiment très risqué, d'écrire une formule pareille. Donc on a bien défini l'indépendance pour les événements. Alors qu'est-ce que ça donne la notion d'indépendance pour les variables aléatoires? Je vais, le préciser dans un instant. Voilà, donc vous faites vos calculs là pour l'exemple des cactus, en fait, vos calculs à la main, à la calculette. Et là, donc je vous ai proposé quelques manips Minita pour vous permettre de vous contrôler. Et puis comme ça, si une fois vous avez une variable aléatoire discrète, qui prend beaucoup plus que seulement 5 valeurs comme ici, avec des probabilités compliquées, ça peut être un peu délicat, de traiter ça à la calculette. Alors là, vous appliquez ces recettes Minitab et ça se passera très bien. Donc je vous laisse faire par vous-même ces manips Minitab, dites-moi si ça ne marche pas, mais vraiment j'ai tout détaillé exactement à quel endroit vous devez cliquer, quel onglet, si vous suivez les recettes pas à pas, normalement ça devrait marcher. Et donc là vous avez une copie de l'affichage Minitab, voilà. Donc à vous de le faire, hein, c'est pas le Minitab, c'est pas facultatif. Si ça marche pas, je peux faire un petit document complémentaire, mais il faut absolument le voir par vous-même. Alors donc, ce qui manquait, c'était la notion d'indépendance pour 2 variables aléatoires, hein, donc des variables aléatoires discrètes, hein, c'est-à-dire qui prennent des valeurs entières, mettons l'entier K ou l'entier L. Donc vous avez d'un côté l'événement, je vais l'appeler l'événement A, c'est l'événement X prend la valeur K, et puis un autre événement B, ça c'est quand Y prend la valeur L, voilà. Et donc, ce qu'on exprime ici avec une virgule x égale k, virgule y égale l, ça veut dire qu'on a à la fois x qui prend la valeur k et y qui prend la valeur l. Hein, donc la, la virgule ici, c'est une abréviation pour et, pour dire qu'on a les deux à la fois. On a x égale k et y égale l. Donc en termes d'ensemble, vous pouvez voir ça comme une intersection des deux événements A et B. Voilà, donc justement, l'intersection de deux événements, en cas d'indépendance, on peut transformer ça en produit des deux probabilités. C'est exactement ce que vous avez là, probabilité de A et probabilité de B. Voilà, donc ça va vous servir en particulier pour traiter la dernière question de l'exercice sur les cactus. Donc vous avez 2 cactus, donc supposés indépendants. Donc ils suivent la même loi que celle qui était décrite dans les questions précédentes, c'est-à-dire c'est une variété de cactus qui ne donne pas plus que 4 fleurs et avec les probabilités qu'on avait précédemment. Et donc on vous demande, voilà les 2 cactus ensemble, quelle est la probabilité qu'ils produisent 3 fleurs exactement? Alors, donc on va appeler, mettons, x indice 1 le nombre de fleurs produites par le cactus numéro 1. Donc cette variable x indice 1, elle se comporte comme la variable x qu'on avait dans les questions précédentes. x2, le nombre de fleurs produites par le cactus numéro 2. Donc c'est le même genre de loi que celle qui était décrite dans l'énoncé. Et justement, x1 plus x2, x1 plus x2, ça va justement vous donner le nombre de fleurs produites par les 2 cactus ensemble. Et on vous demande d'évaluer la probabilité que cette variable x1 plus x2 prenne la valeur 3. Alors il y a différentes possibilités, hein. x1 égale 0, le premier cactus qui donne aucune fleur et le deuxième cactus qui donne 3 fleurs.
bien le cactus numéro 1 qui donne une fleur et 2 fleurs chez le deuxième cactus, ou bien le cactus numéro 1 qui donne 2 fleurs et le cactus 2 qui donne une seule fleur, ou bien pour terminer, le cactus 1 qui donne 3 fleurs et le cactus 2 aucune fleur. Voilà, alors comme on a indépendance, hein, la virgule ici, ça symbolise toujours une intersection, vous pouvez transformer ça en produit de deux probabilités. Alors chacune séparément, vous les connaissez, il n'y a plus qu'à faire la multiplication. Donc je vous laisse généraliser ça sur les 4 lignes qui suivent. Et pour obtenir l'événement demandé, c'est-à-dire les deux cactus ensemble qui donnent exactement 3 fleurs, eh bien il faut rassembler toutes les 4 possibilités qu'on avait séparées ici, c'est-à-dire additionner les 4 probas que vous allez obtenir en complétant cet exercice.